Bien, alors, nous avions démarré nos assises par une conférence inaugurale de Jean-Marc Hoffner. J'avais expliqué pourquoi le comité d'organisation avait souhaité inviter cette personnalité qui souhaitait ouvrir les débats et donner des perspectives aux enjeux de la formation dans les écoles d'architecture. Et en contrepoint, nous avons invité Claudine Houbard, qui est professeure à l'Université de Liège en architecture, à venir apporter un regard décalé sur notre petit monde des ENSA françaises et donc d'apporter son regard d'architecte et d'universitaire de son point de vue de Belgique. Je voudrais, comme Dimitri a fait la pub pour son réseau ENSA Eco, je vais aussi faire la pub pour le réseau que pilote Philippe Duffieux, qui est dans cette salle, mais voilà, qui est ici, qui est le réseau APC, donc Architecture, Patrimoine et Création, et Claudine en fait partie. Elle est une des personnalités qui est le plus dynamique dans ce réseau, et on a toujours plaisir à écouter son point de vue sur les questions patrimoniales, en général assez rafraîchissantes. Et donc c'est sur cette collaboration que l'on mène avec elle depuis quelques années que nous avions eu l'idée de l'inviter. Claudine, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Quel honneur. Enfin, je suis vraiment très heureuse d'être là. Je suis aussi très honorée de de m'être vue confier ce rôle, qui est un rôle qui n'est pas simple, je vous l'avoue. Donc je remercie vraiment beaucoup l'École d'architecture de Normandie, le ministère de la Culture, qui ont pensé à moi, qui m'ont invité, qui m'ont donné cette opportunité. Mon regard va être, comme vient de le dire Raphaël Labruni, forcément un peu décalé depuis la Belgique. Je dois vous dire aussi que je suis arrivée ici sans avoir rien préparé, parce que je voulais vraiment construire mon intervention sur base de ce que j'allais entendre. Et donc, j'espère que vous serez indulgents sur peut-être la structure, parfois, qui vous apparaîtra peut-être un peu hasardeuse de mon propos. Alors tout d'abord, peut-être quelques mots sur le contexte belge pour que vous sachiez d'où je parle, puisque même si nous sommes voisins, même si nous collaborons régulièrement, notamment à travers le réseau APC, nous partons d'une situation qui est tout de même assez différente. Donc, un rappel très très court. Donc, en Belgique, contrairement à ce qui se passe en France, les écoles d'architecture font aujourd'hui partie des universités. Donc, elles sont intégrées aux universités depuis 2010. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années. Ça n'a pas été sans difficulté. Ça a offert aussi de nombreuses opportunités, comme notamment de développer l'interdisciplinarité, de développer la recherche au sein des facultés d'architecture. Et donc, ça a ouvert beaucoup de possibles. Ça a aussi créé pas mal de crispations qui ne sont pas toujours apaisées aujourd'hui. Alors, le premier jour où je suis arrivée, la veille au soir du début de la conférence, j'ai croisé par hasard des collègues à la recherche d'un restaurant ici à Lyon. Et ils m'ont posé la question de savoir si finalement ce type d'événement, comment ça se serait passé si c'était organisé en Belgique. Si en Belgique, on pourrait organiser le même type d'événement. Après avoir réfléchi pendant 2 jours, je pense que ça mettrait sans doute de nombreuses années avant d'aboutir, puisque contrairement à ce qui se passe chez vous, il y a tout de même une certaine structuration des écoles d'architecture, les 20 écoles d'architecture qui sont liées par des réseaux, qui dépendent d'un même pouvoir organisateur, entre lesquels il y a des formes de mobilité enseignante, etc. En Belgique, ce n'est pas du tout le cas. Vous connaissez sans doute un peu, on se moque toujours beaucoup de nous avec nos gouvernements ou notre absence de gouvernement. Donc en Belgique, l'enseignement relève des communautés, le patrimoine relève des régions. Si on voulait croiser à un moment donné toutes ces universités qui sont très cloisonnées, contrairement à ce qui se passe en France, avec tous ces niveaux de pouvoir qui sont très très différents, eh bien je pense qu'il faudrait peut-être s'y mettre très très longtemps à l'avance pour arriver à quelque chose comme on trouve ici, qui serait pourtant immensément utile. Et je pense que je ne pourrais pas faire autrement en rentrant d'ici que d'essayer de promouvoir le même type d'initiative ou le même type de rencontre en Belgique, parce que je pense que vous m'avez convaincu que c'est vraiment très très important et très très porteur.
Alors aussi, donc ça c'est pour le contexte belge, genre maintenant, moi, qui suis-je? C'est quelque chose que vous devez savoir aussi pour voir un peu les domaines dans lesquels je suis compétente et ceux dans lesquels je ne le suis pas du tout. Moi, j'enseigne l'histoire et la théorie du patrimoine. Donc, je suis avant tout plutôt académique, active dans la recherche depuis près de 20 ans déjà. Je participe aussi à des ateliers de projet. Je participe aussi au montage de dossiers de partenariat avec des acteurs extérieurs qui commencent un peu à se mettre en place aussi de manière bien moins structurée que chez vous, en tout cas pour ce qui concerne la Wallonie où j'officie. Mais donc, je ne suis pas une architecte praticienne, j'ai une connaissance de terrain bien moins développée que la plupart d'entre vous. Cependant, donc près de 20 ans que je fais ce métier, eh bien, j'ai l'impression d'avoir été le témoin d'une évolution vraiment, d'une évolution sans précédent, d'une évolution vraiment très rapide de la manière dont on aborde ces questions de rapport à l'existant et comment on les enseigne au niveau des écoles et des facultés d'architecture. En Belgique, à nouveau, je vais vous parler plutôt de la Belgique, qui est ce que je connais bien, et puis à vous, finalement, de faire le lien avec votre situation. En Belgique, cette évolution s'est traduite par une disparition assez soudaine, récente, mais qui est amenée, à mon avis, à vraiment persister dans les écoles d'architecture, des termes de conservation et restauration. Donc ça, on ne peut plus en parler, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de reconversion, d'adaptive reuse, et c'est tout. Donc je reviendrai un peu sur ces termes plus tard. Alors c'est une évolution que je ne regrette pas, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis un acteur de cette évolution aussi. Mais donc cette évolution, elle me paraît résulter d'une série de décloisonnements. Et en fait, ces décloisonnements qui vont structurer un peu la première partie de ma présentation, je les ai vraiment observés tout au long de vos présentations. Donc aussi bien hier qu'aujourd'hui, j'ai pu observer ce phénomène de décloisonnement qui, à mon avis, est vraiment au cœur de ces changements qu'on observe dans la manière non seulement d'enseigner dans les écoles d'architecture, mais aussi dans la manière de faire dialoguer le travail qui se passe dans les écoles ou facultés d'architecture avec le monde professionnel et avec les différents acteurs de terrain. Alors, premier décloisonnement qui est un peu évident, mais enfin qui malgré tout mérite qu'on s'y attarde parce qu'il a des conséquences très importantes, un peu à tout niveau, c'est le décloisonnement des objets auxquels s'attache notre enseignement, auxquels s'attachent nos recherches, auxquels s'attachent nos projets. Philippe Prost l'a mentionné hier après-midi, on a cette évolution que tout le monde connaît, donc qui passe du monument historique au patrimoine et aujourd'hui à l'existant. Moi, quand j'ai commencé à donner cours il y a 20 ans, mes cours s'appelaient « Histoire et théorie de la conservation-restauration ». Aujourd'hui, ces cours s'appellent « Existant, principe d'intervention ». Donc ça veut dire qu'on voit vraiment une modification très forte de l'objet auquel on s'attache. Il y a 20 ans, et encore jusqu'il y a, je dirais, presque une quinzaine d'années, donc cette transition est très récente, en tout cas en ce qui nous concerne en Belgique, mes cours portaient sur un certain cénacle réduit de monuments classés, protégés, faisant l'objet de réglementations spécifiques, pour lesquels il était assez facile d'aller chercher dans un grand corpus international les grands principes que l'on pouvait donner comme balises aux étudiants pour penser l'intervention sur ces édifices très choisis. Alors, par ailleurs, évidemment, ces cours attiraient un nombre réduit d'étudiants, un petit groupe de passionnés d'histoire qui ne forment pas, on va dire, la majorité des étudiants en architecture, en tout cas en Belgique. Alors, cette étroitesse de l'objet, elle est en fait progressivement apparue comme de moins en moins pertinente, en fait, au vu de l'évolution de ce qu'on considère finalement le patrimoine. Et en Belgique, en tout cas, il existe une énorme distance ou une énorme différence entre le corpus des bâtiments protégés et ce qu'on appelle plus largement le patrimoine. Donc on a arrêté de protéger les monuments il y a longtemps déjà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui survient vraiment au compte-gouttes, au gré des
on va dire, des opportunités politiques souvent. Et donc, baser notre enseignement sur ce corpus devient aujourd'hui assez peu pertinent, en tout cas au niveau des écoles d'architecture. Et donc, nous avons élargi progressivement nos objets à d'autres typologies, comme le patrimoine industriel, par exemple, les centres anciens, les cités minières, différentes choses, et aussi, bien entendu, de nouvelles périodes, comme l'architecture moderne, contemporaine, voire plus récemment, même postmoderne, dont on commence à parler. Alors, bien sûr, ça n'est pas sans conséquence sur la manière d'enseigner. Finalement, ça devient moins évident, puisque lorsque l'on élargit le corpus comme celui-là, il devient beaucoup plus difficile d'aller chercher des principes communs que l'on peut donner aux étudiants comme balise pour penser leurs interventions. En revanche, on devient de plus en plus intéressant, puisque le nombre d'étudiants intéressés par ce type de problématique est beaucoup plus grand. Donc on voit qu'on touche un public beaucoup plus grand. Alors cette évolution, elle s'est encore très fort accélérée durant, en ce qui nous concerne, en tout cas les 2-3 dernières années, où nous avons décidé de repenser complètement tout notre programme d'enseignement à l'Université de Liège, et où il a été décidé, aussi à mon initiative, d'abandonner le terme patrimoine au profit d'existants. Eh bien là, aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants souhaitent s'inscrire dans cette filière. Donc, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus séduisant à mesure que l'on se distancie du monument historique, du patrimoine, pour toucher un existant plus grand. Alors aujourd'hui, dans notre filière, nous n'avons pourtant pas abandonné l'idée de travailler sur un patrimoine plus exceptionnel, ou même, voire même sur des monuments historiques, mais nous les considérons comme faisant partie d'une forme de continuum où les catégories finalement disparaissent au profit d'un ensemble qui comprend aussi bien les bâtiments à forte valeur patrimoniale comme tous ceux qui sont des bâtiments beaucoup plus ordinaires et qui, quelque part, contribuent tous à ce que la déclaration de Davos a appelé en 2018 la culture du bâti. Alors, bien entendu, de nouveau, ça pose de nouveaux problèmes au niveau de l'enseignement, et j'y reviendrai. Donc ceci, c'était un premier décloisonnement, celui des objets. Ensuite, deuxième décloisonnement, les échelles. Alors on en a parlé lors de chaque session. Donc chaque session a utilisé au moins une fois le terme de multiscalaire. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur l'existant, il devient à peu près impensable, même lorsqu'on travaille sur un objet isolé, voire même un monument historique, de l'envisager uniquement à l'échelle de l'objet. Bon, ce que je vous dis, ça vous apparaît sûrement tous vraiment comme une évidence, et c'est quelque chose qui s'est traduit aussi, là je remets ma casquette d'historienne du patrimoine, dans l'évolution des principes au niveau international, passant de la conservation des monuments historiques à la conservation intégrée, pour arriver à la question des paysages urbains historiques, même des paysages culturels, intégrant des dimensions immatérielles à la fin du XXe siècle. Alors, aujourd'hui, donc, les objets ne s'appréhendent plus uniquement au niveau individuel, mais à partir d'une échelle plus grande, qui est évidemment à définir en fonction du cas, et aussi dans une logique systémique. J'irai plus vite donc sur ce décloisonnement-là, qui finalement rejoint un peu le précédent. Et puis un troisième décloisonnement, qui lui relève vraiment d'une autre question, qui est le décloisonnement des rôles. Alors aujourd'hui, quelqu'un a aussi prononcé le mot de décloisonnement parmi les intervenants, en disant qu'il fallait finalement décloisonner l'architecte maître d'œuvre, l'architecte maître d'ouvrage. Alors il y a aussi un autre décloisonnement qui, à mon avis, a bien plus d'impact encore aujourd'hui sur la manière dont nous intervenons, c'est le décloisonnement des rôles entre ceux qui étaient auparavant les experts et ceux qui étaient de simples usagers. Alors moi, quand j'ai étudié, ça ne faisait aucun doute que nous étions des experts. Donc nous allions être formés comme experts, et puis nous allions avoir le rôle de communiquer notre science et d'expliquer au public et aux différents acteurs de terrain comment il fallait faire.
C'était vrai aussi bien dans la définition de ce qu'est le patrimoine, donc dans la définition de cet objet dont j'ai parlé en premier lieu, mais aussi dans les choix qui sont faits sur la manière dont on y intervient. Donc ça relevait d'un travail d'expert. Aujourd'hui, à nouveau, je pense que presque toutes les expériences qui ont été relayées aujourd'hui font appel aux usagers, aux populations, aux différents acteurs de terrain, non pas dans une logique, on va dire top-down, simplement d'information de ces acteurs de terrain de ce qu'on compte faire, mais aussi parce que ces usagers sont devenus eux-mêmes des experts. Donc aujourd'hui, il existe même le terme d'usager expert. C'est-à-dire que ces usagers nous apprennent autant sur la matière que l'on doit traiter que nous leur apprenons. Donc ça change évidemment complètement la dynamique de la construction d'un projet à partir du moment où il ne s'agit plus simplement en fin de course d'aller informer de la manière la plus convaincante possible les usagers de ce qu'on pense faire pour répondre à leurs problèmes, mais c'est plutôt d'essayer d'apprendre de leur expertise particulière en tant qu'usagers ce que nous pouvons faire à partir de notre propre expertise pour répondre à ces problèmes. Donc c'est plutôt une sorte de croisement d'expertise plutôt qu'une vision beaucoup plus hiérarchique de ce processus. On a parlé aujourd'hui notamment du recueil des données citoyennes, on a parlé hier d'expériences menées avec des usagers pour définir certaines options, etc. Donc ça, cette redéfinition ou décloisonnement des rôles est aussi quelque chose qui, à mon avis, change très très fort et notre manière d'enseigner dans les écoles, où il faut apprendre aussi à nos étudiants à aller vers les usagers, à collecter ce type de données et à ne pas se prendre pour l'expert qui va aller résoudre tous les problèmes du monde. Et puis d'autre part, aussi dans les relations que l'on peut avoir avec les différents acteurs de terrain. Alors tous ces décloisonnements-là, des objets, des échelles, des rôles, évidemment se répercutent très très fort sur la manière dont sont organisés nos enseignements. En tout cas, mon expérience est celle-là. Je veux dire, les matières ou les domaines qui étaient organisés d'une certaine façon dans nos facultés ou dans nos écoles, aujourd'hui ont aussi tendance à se décloisonner. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des collègues depuis quelques années, qui sont pourtant dans ma faculté depuis 10 ans, avec qui je n'avais jamais parlé avant. Je veux dire, en tout cas, pas de matière professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à croiser des expertises, des domaines qui auparavant se situaient vraiment dans des silos différents. Donc, ça modifie l'organisation des matières, ça modifie les équipes qui finalement sont reconfigurées complètement autrement. Et d'une sorte de tour d'ivoire un peu à part dans laquelle je me trouvais avec mes cours de conservation, restauration du patrimoine, de manière générale, l'enseignement de l'intervention sur l'existant demande de tout à fait sortir de cette tour et de créer des liens avec toute une série d'autres intervenants, et notamment des départements qui sont, je pense, un peu partout en plein développement, et on l'a vu aussi ce matin, donc les départements qui traitent plutôt de l'économie circulaire, des enjeux techniques de la réhabilitation, des questions de l'énergie, etc. Et donc finalement, l'intervention sur l'existant, et même les interventions les plus spécifiques, comme la restauration, la conservation, qui n'ont pas disparu, bien entendu, on l'a vu hier soir aussi lors des 2 conférences, elles deviennent finalement simplement une stratégie qui se trouve dans une boîte à outils plus large, qui est valable pour tout cet ensemble d'existants, où finalement on va sortir une stratégie en fonction au cas par cas. On a vu aussi que même dans les cours techniques, il existait auparavant, à nouveau, je parle de ma propre expérience, je ne connais pas tous vos programmes, mais il existait dans nos cours des cours de technique de restauration, et puis il existait dans nos cours des cours de technique, tout simplement. Mais ces cours étaient des cours qui étaient fondamentalement différents. On n'y parlait pas du tout de la même chose, ni des mêmes matériaux, ni des mêmes questions, ni des mêmes modes de mise en œuvre, etc. Aujourd'hui, on voit bien que toutes ces techniques plus traditionnelles qui étaient auparavant vraiment l'apanage du milieu de la restauration des monuments historiques sont remises un peu, pour certaines d'entre elles évidemment, sont remises vraiment
sur le devant de la scène, dans le contexte de ce que Jean-Marc Hoffner a appelé l'architecture de la sobriété, du ménagement ou du low-tech qui a aussi été évoqué. Donc les matériaux locaux sont redécouverts et aujourd'hui on pourrait même imaginer, je ne sais pas, réouvrir une carrière par exemple, non pas dans le cadre de la restauration d'un monument historique, mais pour produire de la construction neuve. Pourquoi pas? Alors, donc ça, c'est pour l'enseignement dans nos écoles qui, je pense, est très marqué par cet ensemble de décloisonnement. Alors, au niveau de ce qui est aussi la thématique principale de ces journées, évidemment, c'est ce décloisonnement aussi a de grandes conséquences pour les rapports que l'on peut avoir avec les acteurs de terrain, avec les politiques, avec les administrations, etc. Il y a évidemment une opportunité formidable qui est qu'en décloisonnant les choses comme ça, on va mobiliser un beaucoup plus grand nombre d'acteurs. Je veux dire, beaucoup plus d'acteurs de terrain vont se sentir concernés par un projet dès lors qu'il dépasse le strict enjeu du patrimoine ou de la restauration, pour toucher aussi à des questions beaucoup plus actuelles dont je vais parler bientôt. Donc, nos actions, les actions des écoles, dans le cadre de ce décloisonnement, apparaissent comme beaucoup plus en prise avec les questions sociétales importantes, culturelles, économiques, environnementales, etc., toutes imbriquées dans cet ensemble décloisonné. Alors pour la Belgique, je vois une difficulté, donc ça c'est une opportunité. Pour la Belgique, je vois une difficulté, mais qui m'a l'air, en tout cas, moins présente ici. En tout cas de ce que j'ai pu juger depuis hier. Donc moi, je vous vois vraiment à travers une fenêtre très étroite aussi. Donc pardonnez-moi si je simplifie un peu. Mais enfin, en Belgique, en tout cas, mon expérience personnelle, où je travaille en région wallonne, montre que ce grand décloisonnement qui est à l'œuvre dans les écoles d'architecture n'est pas encore vraiment présent sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, justement, ce décloisonnement a plutôt tendance à faire peur et à un peu crisper des partenaires potentiels. Je pense notamment aux administrations en charge du patrimoine en ce qui me concerne, mais je ne désespère pas et je n'en dirai pas plus. Alors, au niveau de l'enseignement, alors ça, j'ai eu une autre petite conversation un peu en aparté hier avec un autre collègue sur tout ce rapport qu'il peut y avoir entre faire travailler les étudiants sur le terrain, les mettre en situation dans des situations réelles, tout ce que ça peut leur apporter finalement en termes de formation et puis tout ce que ça apporte aussi en retour aux acteurs de terrain concernés. Mais effectivement, nous nous disions que finalement l'enseignement n'est quand même jamais une pure transposition de l'expérience de terrain. Il y a la question de la temporalité qui intervient, il y a la question aussi que l'enseignement, enseigner une matière, et surtout une matière d'une telle complexité que celle-là, dont celle dont nous parlons, demande quelque part de l'organiser un peu, de la couper, on va dire, de la découper en tranches un peu plus intelligibles qui peuvent être progressivement assimilées par les étudiants et donc de leur permettre, donc tout enseignement, je veux dire, passe par là. On ne peut pas livrer tout d'un coup une réalité aussi complexe à des étudiants en espérant qu'ils puissent y répondre. Alors cette réalité, on la découpait autrefois par toutes ces cloisons qu'aujourd'hui nous avons fait sauter. Donc aujourd'hui, comment peut-on couper autrement dans cette réalité? Comment peut-on à nouveau retrouver une série de principes? Alors moi, de nouveau, là, je reviens à ce qui me concerne plus particulièrement, mais moi j'enseigne l'histoire et la théorie de la conservation, donc j'aime quand même bien pouvoir enseigner à mes étudiants un espèce de cadre théorique, conceptuel, à partir duquel ils peuvent penser leurs interventions, à partir desquelles on peut aussi les évaluer, à partir desquelles on peut quelque part parler de ce qu'ils font, quoi. Et donc pour ça, donc, dans cette deuxième partie, qui sera aussi la dernière de mon intervention, mais je voudrais livrer à votre critique une réflexion que je mène actuellement au sein de ma faculté et qui traite à la fois d'enseignement, de recherche et aussi de rapport avec l'extérieur. C'est une question que peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu évoquer lors justement d'une conférence APC précédente, mais rassurez-vous, j'ai
évolué depuis lors, je ne vais pas vous répéter la même chose. Alors il s'agit en fait de la question des valeurs, de l'évaluation patrimoniale. C'est une question qui a été évoquée à de multiples reprises, surtout hier, très peu aujourd'hui. Donc hier, à de multiples reprises, différents intervenants ont parlé de cette approche par valeur. Alors vous savez tous que c'est une approche qui n'est pas neuve, donc c'est une approche qui remonte au début du XXe siècle avec l'historien d'art Alois Riegel. Je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus, mais c'est un outil, l'évaluation patrimoniale, qui évidemment n'a fait qu'évoluer dans tout au cours du XXe siècle, au gré de l'évolution du patrimoine, parce que forcément, plus le patrimoine s'étend, plus l'éventail de valeurs qu'il est susceptible de porter s'étend aussi, pour en arriver finalement à la fin du XXe siècle avec toute une série de gens qui ont dit, écoutez, finalement, un cadre conceptuel ou théorique, si ça comprend autant de catégories, finalement, ça devient complètement inopérant, abandonnons ce système. Moi, je fais partie de ceux qui croient vraiment encore à ce système, mais je pense qu'il doit à nouveau être repensé vraiment en fonction des réalités auxquelles on se trouve confronté aujourd'hui. Alors, moi, je travaille beaucoup avec une typologie de valeurs qui est très inclusive et très simple, qui a été mise au point en 2016 par 2 chercheurs britanniques. Je pourrais vous donner la référence si ça vous intéresse, qui finalement ont distingué 4 grandes catégories de valeurs. Alors pourquoi est-ce qu'un bien culturel peut être porteur de valeurs ? Il y a finalement 4 grandes raisons. Donc, ce bien culturel peut être porteur de valeurs parce qu'il génère des associations, parce qu'on peut l'associer à une époque, parce qu'on peut l'associer à un corpus, à une personne, à un événement, parce qu'on peut l'associer à l'usage d'une technique. Enfin, c'est très très large, c'est ce qu'on entendait avant par la valeur historique, la valeur technique, voire la valeur sociale, etc. Donc ça regroupe ça, aspect associatif. Ensuite, deuxième aspect, l'aspect sensoriel. Cet objet culturel génère un plaisir sensoriel pour moi. Alors bon, évidemment, il y a ce qu'on appelait la valeur esthétique, mais ça peut aussi être l'acoustique magnifique d'une église, ça peut être l'odeur particulière d'un sous-bois, etc. Puis ensuite, un aspect probatoire ou scientifique, qui est un aspect qui confère à l'objet un rôle de support de la recherche, support de connaissance. Et puis ensuite, un aspect fonctionnel. Mais ça, l'aspect fonctionnel, selon moi, a un statut un peu différent, puisqu'il ne relève pas vraiment de la valeur culturelle. Finalement, l'aspect fonctionnel est un aspect qui peut être rencontré dans tout objet, même sans aucune valeur culturelle. Alors, plusieurs présentations ont abordé cette question de l'évaluation patrimoniale hier, à partir de cadres divers. Les cadres sont très nombreux. Mais ce qui est frappant, c'est que cette question de l'évaluation patrimoniale est toujours pensée en amont. Donc, elle est toujours pensée en amont du projet. Donc, en amont du projet, on fait une série d'études, on fait une évaluation patrimoniale, et ensuite, ça donne une série de balises qui sont à respecter par le projet. Donc, le projet se situe un peu comme au service des valeurs patrimoniales existantes. Or, il apparaissait tout de même très très clairement dans toutes vos interventions qu'aujourd'hui, tout projet se situe surtout en fonction d'un certain nombre d'enjeux contemporains qui sont totalement inévitables et qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Ces enjeux contemporains sont quelque part le moteur d'énormément de projets que l'on a vus hier comme aujourd'hui. On veut lutter contre des inégalités sociales, on veut améliorer la performance énergétique des bâtiments, on veut relier un quartier à la ville, on veut, enfin voilà, il y a tous ces enjeux qui me semblent un peu inutiles de lister, puisqu'ils sont vrais, je crois qu'ils apparaissent de manière complètement évidente à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est un peu le moteur de tous ces projets. Donc on ne peut pas penser aujourd'hui un projet sur l'existant uniquement en se basant sur la conservation des valeurs existantes. Le projet, en fait, produit aussi de la valeur. Le projet va apporter une valeur ajoutée à ces différents objets qui vont finalement constituer, avec les valeurs existantes, si elles sont conservées, transmises, etc., une espèce de valeur totale de l'édifice une fois qu'il sera
va dire, réhabiliter, pour employer le terme que vous utilisez beaucoup. Donc, ça veut dire que, et finalement, ces valeurs, il n'y a pas besoin de produire un nouveau cadre, quelque part, il existe déjà. Le cadre de ces valeurs qu'on pourrait appeler, je ne suis pas très satisfaite du terme, mais appelons-les valeurs de développement. Ça. Le cadre, il existe déjà, sont les fameux 17 objectifs des Nations Unies pour le développement durable, quelque part, mais c'est vers ça que l'on tend, non? Certains projets, bon, évidemment, je suppose que vous avez en tête ces différents objectifs. Alors, les instances patrimoniales se sont penchées sur ces objectifs, et notamment l'ICOMOS a mené toute une réflexion sur la manière dont ces objectifs, comment le patrimoine, au sens large, pouvait contribuer à aller dans le sens de ces 17 objectifs de développement durable. Et il va de soi qu'évidemment, l'objectif 11, qui traite des villes et communautés durables, semble être celui qui est le plus en phase avec nos activités. Mais finalement, quand on entre dans chacun des objectifs, on s'aperçoit que finalement, l'existant, je vais utiliser ce terme-là, l'existant peut contribuer à pratiquement chacun de ces objectifs. Et donc, je pense que dans les projets, donc quand on regarde les projets qui nous ont été présentés hier aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que le dialogue entre ces deux grandes catégories de valeurs qui sont les valeurs culturelles existantes du bien et les valeurs de développement du bien, c'est un peu la question que j'ai posée que je vous ai posée lors de votre présentation sur ces questions de ventilation. Elles ont encore du mal à intégrer une même matrice, enfin à intégrer un même cadre de réflexion. On dirait qu'elles continuent à être cloisonnées, justement. Et je pense que s'il y a un beau chantier à mener dans nos écoles d'architecture, ce serait de tenter de décloisonner ce système de valeurs, système de référence, de manière à vraiment regarder l'objet existant d'une manière globale, en évaluant sa valeur culturelle qui peut être très faible ou qui peut être énorme, et puis en évaluant sa valeur de développement qui elle aussi peut varier, et de prendre finalement en compte la totalité de ces valeurs-là pour penser les actions que l'on va y porter. Et pour choisir finalement dans un arsenal de scénarios possibles ou d'outils possibles, celui qui est le plus pertinent par rapport à ces deux aspects de la valeur. Il va de soi que pour des bâtiments tels que ceux, ou des monuments historiques tels que ceux qui ont fait l'objet de 2 conférences hier soir, forcément l'équilibre entre cette valeur culturelle et la valeur de développement va être complètement différent que celui d'un ensemble ouvrier peut-être, ou d'un ensemble qui a beaucoup moins de valeur culturelle à faire valoir. Mais je pense que c'est important, enfin, c'est difficile, mais c'est important pour le dialogue au sein des écoles, entre tous ces domaines qui sont aujourd'hui décloisonnés, ces nouvelles équipes qui se créent, et aussi pour le dialogue avec les différents acteurs de terrain qui chacun, en fait, s'intéresse à tel ou tel aspect justement de cette valeur globale de l'existant, de pouvoir penser un cadre d'évaluation globale. Hier, Richard Duplat avait terminé sa conférence par ce principe de ne pas servir du monument, mais de servir le monument. Alors je pense que personne d'entre nous n'a été surpris, n'était pas d'accord avec cette affirmation. Je crois que c'était assez évident. Néanmoins, ce principe, aussi évident qu'il puisse paraître, évidemment, on ne peut pas l'étendre à l'existant. C'est quelque chose qui ne peut pas être transposé à la totalité de ce qu'on considère aujourd'hui comme l'existant. Mais finalement, à un moment où les réglementations, en tout cas, à nouveau, je parle de la Belgique, à un moment où les réglementations restent très attachées à des catégories, donc à ces cloisonnements, à ces catégories qui ne rendent pas compte de toute la diversité à la fois des valeurs culturelles et des valeurs de développement de cet existant étendu, je pense que l'évaluation patrimoniale, vue de cette manière-là, en regardant aussi non pas
seulement vers le passé, mais aussi vers le futur, peut vraiment être un outil de décloisonnement, de structuration, de dialogue qui permet d'intégrer vraiment dans un même cadre des points de vue très différents des experts, des usagers, des responsables politiques, des bailleurs de fonds, etc. Et je pense que ce type de réflexion ne peut vraiment que favoriser la co-construction des projets, qui était aussi vraiment un maître mot de toutes vos présentations, ne peut que favoriser la co-construction de projets sur l'existant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça suscitera peut-être l'une ou l'autre réflexion de votre part. Je suis ouverte à vos questions, si vous le souhaitez. Merci. Alors, si Claudine a invité à une question, on a peut-être une. Ailleurs. Madame la directrice régionale des affaires culturelles. Merci beaucoup pour cette intervention tonique et extrêmement intéressante. Je crois que finalement, tout ce que vous avez dit là, c'est des choses qu'on a peut-être quelque part au fond de nous et que finalement, les voir formalisées de cette façon, c'est vraiment intéressant. J'ai juste quelques remarques. Donc moi, je m'occupe je viens du monde du patrimoine, mais je m'occupe maintenant de l'ensemble du monde de la culture pour la Normandie. Et tous les enjeux que vous avez signalés là, ils sont exactement les mêmes dans le spectacle vivant, par exemple. Le décloisonnement, l'hybridation, la création, c'est quelque chose qui est maintenant une espèce d'évidence. Donc ça c'est très bien. Ce que je me disais aussi, c'est que tout ce que vous venez de dire là devant des architectes, ce serait formidable de pouvoir le dire devant des conservateurs des monuments historiques, devant des... Enfin, voilà. Moi, je me rends compte que finalement, on passe son temps à essayer de gérer les différentes facettes d'un ensemble et que ce décloisonnement, il est finalement une espèce d'évidence. Parce qu'on est aussi dans des impasses. Par exemple, la protection au titre des monuments historiques, c'est de plus en plus quelque chose qui est un prétexte. C'est un prétexte pour un projet ou contre un projet. C'est-à-dire que plutôt de se dire, bon, finalement, c'est de l'existant et comment est-ce qu'on va en tirer le meilleur parti pour les différentes échelles de valeur que vous avez énoncées, on est plutôt dans une espèce de lutte qui transforme du coup les commissions de protection en des espèces de tribunaux finalement où on se dit il va être condamné ou il va être sauvé, mais ce ne sera pas forcément pour les bonnes raisons. Et finalement, ce que je vois aussi, c'est que je disais à ma voisine qu'il y avait un décloisonnement de plus à faire, ce serait le décloisonnement de l'accompagnement des politiques publiques pour toutes ces questions-là. Parce que si finalement on n'était pas obligé de passer par exemple, le fait de se dire moi je vois ce que disait hier le monsieur Rollon, je ne sais plus son nom là, Mouchel Blaiseau, sur le fait que voilà, pof, on nous le protège et tout est fini. Voilà, je pense que cette phrase-là, elle résume exactement la difficulté devant laquelle on est, où plutôt que d'anticiper, de réussir à se dire quel va être le champ des possibles et si je protège, finalement, évidemment, c'est pas parce qu'on protège qu'on peut plus faire évoluer les choses, mais tout le monde reproduit tellement ces stéréotypes dans cette espèce de combat de valeurs en disant si c'est un monument historique, il est sauvé. Et je pense aussi que si, par exemple, tous les membres de la demeure historique ou de Vieille Maison Française, vous avez entendu ce matin, moi je serais drôlement contente parce que finalement ça nous aiderait peut-être à ce que le dialogue soit un petit peu différent. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ça et j'espère que ça va rester accessible en ligne parce que je pense que je vais le diffuser dans le prochain pôle patrimoine de la DRAC de Normandie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y avait juste une question en ligne. Si tu pouvais citer les 2 chercheurs anglais sur lesquels tu t'appuies pour construire ton propos. Oui, bien sûr. Ils s'appellent Fredheim et Calaf. Je pourrais peut-être envoyer la référence par écrit, de manière à ce que ce soit plus simple. C'est un article qui est paru en 2016 dans une revue scientifique qui s'appelle l'International Journal of Heritage Studies. Et je pense que le
titre, ça doit être Heritage Values, Typologies Reexamined ou quelque chose comme ça. Mais je pourrais, si ça intéresse certains, je peux leur transmettre la référence plus précise. Ok, merci beaucoup. Merci Claudine pour cette conclusion de ce premier chantier des assises. Nous allons ouvrir le second en début d'après-midi, qui sont les rencontres entre enseignants pour échanger sur leur pédagogie liée à l'intervention sur l'existant. Nous avons calé l'organisation de cet après-midi sur les 3 axes thématiques que nous avions sélectionnés sur les 3 plénières. Quelques informations concrètes. Donc, comme hier, mais certains n'étaient pas présents, vous pouvez vous rendre dans le grand hall par cette porte avec votre petit bracelet rose aujourd'hui pour le déjeuner. Vous vous retrouvez à 14h30 dans 3 salles qui sont signalées au pied de l'escalier doré, là, le grand escalier central, selon les thématiques. La table ronde 1, patrimoine excentré, ça sera en salle Sana, c'est au premier étage. La table ronde 2, usage du patrimoine 20e, c'est en salle Alberti au 3e étage. Vous me direz si on a bien fait de choisir Alberti pour parler du patrimoine 20e. Table ronde 3, enjeux environnementaux, salle Gaudi, même question. Et puis, j'invite éventuellement mes collègues directeurs qui sont présents ici. On peut se retrouver en salle Juliette Billard vers 14h pour une discussion avec Christine, puisqu'elle est là, autant échanger avec elle. Simplement vous dire que Juliette Billard, vous ne devez pas connaître ce nom d'architecte par rapport à Sana, Gaudi et Alberti. C'est la première femme architecte diplômée en France de l'École nationale des beaux-arts et c'est une Rouennaise. Voilà.